Bienvenue dans les mots pour le dire. Je vais vous emprunter, comme le veut la tradition, la parole, afin de cheminer tranquillement avec mon invité. Mon invité d'aujourd'hui, c'est M. Baba Ndiaye. Baba, bonjour. Bonjour, Ndongo. Alors, Baba Ndiaye, on le retrouve à l'école des Manguiers. L'école Manguier, qui est une école très connue parce que quand même dans ce pays, je crois que beaucoup de cadres de ce pays ont fait justement le premier pas scolaire à l'école des Manguiers. Racontez-nous un petit peu vos souvenirs de l'école des Manguiers. Bon, l'école des Manguiers, moi je suis né à la Médina, à la rue 15, angle 18. Bon, mon enfance s'est partagée entre le stade Iba Mar Diop, le cinéma Roxy, l'école de Médine, le marché de Tilène. Et donc, c'est une jeunesse. Mais on connaissait aussi Mamadou Dia. On habitait en face. Oui. Et tous les vendredis, il nous invitait chez lui. Il était sur le balcon et on mangeait du lard. Tous les vendredis avec lui. Tous les vendredis. Voilà, là c'est les souvenirs. Donc, ensuite, bon, j'ai fait l'école des Manguiers. Donc il fallait marcher quoi, sur l'avenue Blaise Diagne, traverser Gueule Tapée et aller à l'école des Manguiers. Parce que mon père travaillait à l'université et ça c'est ce qui l'arrangeait quoi, que ses enfants soient proches de lui. Et oui, j'avais comme maître M. Sané. Sané, c'est le fondateur de la LD. M. Babacar Sané. Ah, Babacar Sané, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il s'absentait tous les trimestres. Hein. On ne comprenait pas pourquoi il s'absentait, mais c'est après que j'ai compris, oui, c'était le syndicaliste qui était souvent retenu. Voilà. Et oui, déjà, la formation déjà commence à se faire, en fait, au niveau de la culture, parce que vous n'étiez pas très loin des centres névralgiques culturels de Dakar, oui. Aussi de l'éducation aussi, on en parlera plus tard, hein, de la formation. Oui. Et puis voilà que le bac A4, oui. avec ACAPES. ACAPES, pourquoi pas le lycée Blaise Diagne, pourquoi pas le lycée Van Vollenhoven, pourquoi pas le lycée de la Fosse, pourquoi ACAPES? C'est quoi ACAPES? Bon, ACAPES, c'est une association culturelle d'autopromotion éducative et sociale. C'est un de mes amis, d'ailleurs, que Dieu lui accorde le paradis, Moussa Diop. Amin. Nous, quand on a eu le BFM, bon, pendant ce temps-là, c'était le BPC. Si tu as le BPC et que tu as un âge assez avancé, on ne t'orientait pas. C'était le privé ou l'enseignement technique. Bon, puisque ça coïncidait avec la retraite de mon père était parti à la retraite, il n'y avait plus d'argent dans la maison et il fallait continuer les études. Et c'est Moussa Diop qui m'a fait part d'une école où on pouvait, avec peu d'argent, faire les études. Et c'est comme ça que je suis parti rencontrer l'ACAPES au centre de BOP. Et c'était 3 000 francs toute l'année. Extraordinaire. Et on pouvait même ne pas payer 3 000. Si on travaillait pour l'école, on ne payait pas, quoi. Et puisque je venais de la Médina, très dégourdi là, bon, j'ai été responsable de classe. C'était vraiment une école alternative, en fait. Une école alternative. Et donc, mais c'était assez particulier parce que c'était une école gérée par les élèves en réalité. En réalité, c'est après que j'ai compris la naissance de cette association. Mais c'était dans la mouvance de mai 68 ou quoi? C'était dans la mouvance, c'est après qu'on nous a expliqué qu'effectivement, c'est en mai 68, avec les grèves, les renvois d'élèves massifs dans les lycées, d'étudiants et de professeurs aussi qui étaient de la gauche révolutionnaire. Et un certain Pinot, hein, de l'église Saint-Dominique, qui était un peu à face de l'université, le père Pinot, donc en 68, en 69, lorsque l'école a repris, puisque les élèves qui n'étaient plus là-bas, il les avait intégrés dans l'église. Et ce sont les professeurs de gauche, souvent, qui venaient donner des cours quoi, gratuitement. C'est comme ça que ça a démarré. Et en 72, il a été expulsé donc, du Sénégal parce qu'il faisait de bons résultats. Il faisait des résultats de 99 à 100% au bac. Et le président Senghor pensait véritablement que c'était quelqu'un qui reprenait les révolutionnaires et qui les remettait dans le système scolaire. Bon, en 72, il a quitté et c'est en ce moment-là que les jeunes qui ont été formés ont mis en place l'ACAPES.
c'est une sacrée idée, la CAPES. Voilà. On y reviendra plus tard, hein, et on comprendra pourquoi c'est une sacrée idée, cette institution, moi j'appelle ça une institution, à CAPES, d'autant plus que maintenant la CAPES est éclatée dans presque toutes les régions du Sénégal. Dans presque toutes les régions du Sénégal, oui, parce que les gens qui ont bénéficié de la démarche de récupération, on dit non, ça c'est dans ma localité aussi, il faut des choses comme ça. Oui, c'est comme ça que la CAPES Dakar, mise en place déjà, a généré la CAPES Thiès, Rufisque, ensuite c'était Saint-Louis, ensuite Dagana, Taridji. On a eu la CAPES de Bignona, de Ziguinchor, de Ziguinchor, de Thionck-Essyl. Et on a eu presque 14 CAPES dans tous les départements du Sénégal. Extraordinaire. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, mais moi j'aime bien cette idée de la CAPES. Ouais. Et ensuite, je crois que aussi un moment extrêmement important pour vous, c'est 83, le diplôme supérieur d'animation culturelle quand même. Et là, je crois que vous êtes dans votre... Voilà quoi, vous êtes parti là, vous êtes lancé. Lancé, oui, mais bon, nous avons été lancés depuis longtemps. Je veux dire, dès qu'on est entré à la CAPES, on n'a pas quitté le militantisme culturel, hein, parce que la CAPES, c'était des assemblées générales, c'était aussi le front culturel, c'était les visites pendant les vacances dans les régions pour mieux comprendre quoi, la vie paysanne. Tout ça, c'était... Donc, on est lancé depuis longtemps et le diplôme est venu consacrer cette démarche, est venu régulariser. Hein? Mais on n'a jamais quitté la CAPES, je veux dire. Pendant qu'on était à l'ENA, on continuait même à donner des cours. Hein? Bien que pédagogiquement, on n'était pas très armés, mais on aidait nos jeunes enfants. Parce qu'il fallait rendre la monnaie. Et c'est progressivement donc qu'on a été diplômé, effectivement, à l'École nationale des arts. C'est un diplôme supérieur d'animation culturelle. Ouais. C'est quand même extraordinaire, quand même, cette ACAPES où il y avait cette polyvalence extraordinaire, quoi, où on pouvait passer justement de l'enseignement à la culture, où on sentait, enfin, il y a une totalité valorisante non seulement de l'enseignant, mais aussi de l'enseigné, quoi, de l'apprenant. Oui. Et c'est ça qui fait justement la richesse de cette institution-là. Parce que là-bas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'élève qui était au cœur du dispositif. Ce n'était pas l'éducation par le prof, c'est l'éducation par l'élève. C'est nous qui allions chercher les professeurs d'ailleurs. C'est nous qui bâtissions nos emplois du temps. C'est ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui, on appelle ça l'éducation circulaire, quoi. Circulaire, voilà. En fait, et donc, on faisait aussi des assemblées générales en chaque fin d'année pour évaluer toutes les activités qu'on a développées, pour réorienter, etc. Et ça nous a appris à parler aux gens, à nous exprimer. Parce que l'Assemblée générale, c'est un espace d'expression extraordinaire. Parce après, vous faites un diplôme de communication sociale à la CAPES, je crois. Voilà. Oui, j'ai fait un diplôme de communication sociale. Parce qu'à la CAPES aussi, on avait la possibilité que l'ONG parraine certaines formations, mais qui étaient utiles au développement. Au développement, bon, pour apprendre à mieux parler aux gens. La communication sociale, quand même. La psychosociaux et tout ça. C'est extraordinaire. Voilà. Oui, et puis... Baba continue, diplôme de gestion et d'évaluation, de conception et de réalisation, de projets culturels toujours, hein, toujours dans la projet culturel, avec l'Union européenne. Comment ça se fait ces projets? Là, c'était... Le PSIC avec... Non, ce n'était pas le PSIC, c'était un projet belge, donc, qui est passé par l'Union européenne pour véritablement appuyer les cadres culturels. Et c'était un projet sous-régional de formation. On l'avait fait au Burkina, mais c'est un diplôme européen de maîtrise des projets culturels. Oui. Et puis on vous retrouve dans l'animation économique. C'est quoi ça l'animation? Vous passez de l'animation culturelle à l'animation économique, au BIT, au NUDI? Oui. C'est quoi cette notion d'animation? Tout ça, c'est le développement, hein, parce que la culture, c'est de l'économie en réalité. Absolument. La culture, c'est de l'économie. Mais bon, moi, l'approche que j'ai trouvée dans la politique culturelle, c'était une culture de réjouissance. C'est des concerts, c'est des expositions. Mais je ne voyais pas comment, véritablement, la filière développer les chaînes de valeur. Et moi, j'ai appris les chaînes de valeur au PNUD. Quand j'ai appris là-bas les chaînes de valeur,
je les ai transférés dans ma spécialité. Et j'ai dit à tous les artistes que j'ai rencontrés que il faut prendre conscience que vous êtes dans une chaîne de valeur. Vous êtes dans une chaîne de production. La notion de chaîne de valeur est extrêmement importante. Elle est importante, ce n'était pas pris en compte. Mais puisque aussi, c'était très innovant, souvent on n'était pas écouté, quoi. On n'était pas très écouté. Et pourtant, c'est dommage, parce que Senghor lui-même, il disait quand même que la culture était au début, à la chaîne et à la fin du développement. Du développement, quoi. Du développement. Quoi. Hein? À la fin du développement. C'est dommage. Mais que l'artiste, c'est véritablement un producteur. Hein? L'artiste, c'est un producteur. Et la production, on ne le retrouve que dans l'industrie. Et lorsque vous produisez, lorsque le poète développe une poésie et produit cette poésie-là, mais cette poésie est destinée à la consommation. Absolument. Elle est destinée à la consommation. Maintenant, s'il faut produire pour que le consommateur n'ait pas conscience que cette production-là s'est faite d'une mobilisation de ressources, ça pose problème. Donc, on écoute la poésie pour l'écouter, mais on ne l'écoute pas pour rendre la ressource. Donc, chaque fois qu'on a un plaisir, soit d'un son de musique, soit d'une poésie, soit d'une œuvre d'art, de peinture, soit d'une chorégraphie, mais c'est de la production, c'est de la construction, c'est du travail qui a été fait. Le consommateur, au Sénégal, le consommateur culturel n'a pas souvent envie de rendre à la culture ce que la culture lui a donné. Hein? Mais rendre la culture, c'est quoi? C'est venir dans un spectacle, payer et regarder. Ça, tous les spectacles étaient souvent gratuits. Les concerts, c'est dans la rue. La consommation, quoi, en fait. C'est la consommation. C'est une vision très consumériste. Très consumériste, quoi. Mais qui n'était pas structurée dans la chaîne des valeurs, quoi. Parce que si on prend l'agriculture, l'agriculteur qui produit, c'est sûr qu'il vend. Mais celui qui consomme au marché, là, il amène l'argent au marché. Et donc, la chaîne est alimentée à partir de la consommation. Mais dans la culture, ce n'était pas ça. Il fallait beaucoup en parler, organiser des séminaires. Et puis bon, ma position maintenant de directeur de centre culturel m'a permis véritablement de développer ce concept-là pour que les gens comprennent qu'ils doivent se mettre en entreprise. Que l'artiste doit avoir une position d'entreprise. Sinon, ce n'est pas possible. Et en fait, tout cela, vous l'avez acquis quand même durant un certain cheminement assez long. Parce que si on cite un peu ce que vous avez fait comme travail, chef division relations extérieures, centre culturel de Thiès, oui. Vous avez été au même poste centre culturel Blaise Senghor, oui. Donc d'ailleurs vous deviendrez plus tard le directeur. Le directeur du centre, oui. Vous deviendrez aussi directeur du centre culturel aussi de Pikine, aussi de professeur Senghor. Oui, c'est ça. Vous avez un sacré parcours, quoi, aussi dans le cabinet ministériel. C'est ça. Mais finalement, dans tout cela, là où vous étiez, vous, un agent culturel, qu'est-ce qui vous motivait au-delà du manque de moyens? Parce que nous savons tous que dans ce pays, il y a un manque notoire de moyens pour gérer de telles structures. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé pour continuer encore dans cette voie-là? Non, ce qui m'a motivé, c'est le début du parcours. Parce que le début du parcours, nous, on a eu le bac en mobilisant les ressources disponibles. La première ressource, c'était nous. La seconde ressource, c'est l'infrastructure qui devait nous accueillir. Et là, on nous l'a prêté. C'était parfois l'église, parfois le centre de Bob. C'est des salles ou des espaces qu'on nous donne. On met des crintins. Et la troisième ressource, c'était le professeur. Et si on est motivé, si on a le cadre, si le professeur nous donne le cours, mais le bac est facile. Hein? C'est merveilleux. Et c'est cette trilogie qui m'a conduit à prendre des initiatives. Quand j'étais directeur du centre, c'est moi qui c'est la première fois que quelqu'un a demandé son affectation en banlieue. Mais je voulais être affecté en banlieue pour avoir une autre posture sur la culture. L'Institut culturel Senghor, j'ai fait là-bas 5 ans, mais ça m'a permis de comprendre les artistes de la banlieue, d'essayer de les organiser et de voir dans quelle mesure on pourrait, à partir des ressources propres disponibles, organiser les développements. Ne pas attendre de l'autre, mais organiser son propre développement à partir d'un espace autonome. Créer sa propre synergie, Sa propre synergie. Et ça, j'ai fait l'expérience avec le mouvement hip-hop.
les rappeurs. Parce que le mouvement hip-hop, c'est un milieu propice à ça? C'est un milieu propice parce que c'est des jeunes qui travaillent avec les ressources disponibles, c'est la voix, avec l'infrastructure minimale quoi, d'enregistrement. Et là, ils font le premier single, quoi. Et seuls, ils font le premier single. Pour montrer aux autres, nous sommes comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a développé l'agriculture urbaine. Hein. L'agriculture urbaine, moi, quand on m'a affecté là-bas, eux, ils étaient venus me voir pour lutter contre les inondations. Je les ai dit, mais la chanson contre les inondations, comment on pourrait... Je les ai dit, mais... Faire le lien. Est-ce que vous ne pourrez pas reverser votre énergie là dans votre organisation pour que demain, vous puissiez trouver des partenaires et vous attaquer à l'inondation. Mais vous seuls là, avec vos concerts, concerts contre l'inondation, j'ai dit non. Bon, ils ont compris et j'ai donné une petite salle qui était derrière. Ils ont occupé la salle. Ils sont partis à Pakalambay, là, acheter des chaises, etc. et des tables. Ils se sont installés. Mais 5 ans après, ils ont développé une organisation de 3000 groupes de rap. Waouh! Et ils ont fait, d'ailleurs, c'est le seul groupe de rap qui organise régulièrement le Festa 2H. Le Festa 2H, là, est né de ça. De ce que je raconte comme ça. Donc, ils ont le Festa 2H, ils ont développé un partenariat, ils ont même pu emmener des partenaires, quoi, pour voir dans quelle mesure ils pourront trouver des espaces à Pikine. Et je les ai dit, la lutte contre les inondations, c'est ça la vraie lutte. La vraie lutte, c'est l'organisation de soi. En fait, vous leur avez appris à partir de rien, de ce qu'ils ont simplement. De leurs propres ressources. De leurs propres ressources, aussi bien humaines que le peu qu'il y avait. Et puis à partir de ça, donc, il y a eu une espèce de linkage, cette relation entre les inondations et justement le travail des Igbo qu'ils ont pu faire. Et maintenant, c'est véritablement l'agriculture urbaine. D'ailleurs, il faudra que quelqu'un d'entre eux vienne expliquer leur développement. Vraiment, c'est des jeunes extraordinaires. Mais ce qui est merveilleux aussi dans le parcours que je vois comme ça, en passant comme ça, hein, c'est que vous avez travaillé au niveau du FESNAC, chargé de mission au cabinet ministériel, chef du service coopération décentralisée. Vous avez été conseiller culturel du maire de Pikine, à la ville de Pikine. Bien sûr. Tout ça, c'est déjà beaucoup, mais c'est peu pour le concept qu'on développait, quoi. Parce que le concept, c'est quoi? C'est développer l'autonomisation. Développer l'autonomisation. Et à ce niveau-là, on peut faire plusieurs fonctions à la fois. Je veux dire, quand j'étais directeur du complexe culturel de Pikine, c'est à la fois que j'étais conseiller culturel du maire, et c'est à la fois que chaque projet qui se développait au ministère de la Culture, les gens étaient obligés de m'appeler, parce que moi, je m'occupais toujours de la participation à la base. Le FESNAC, c'était ça. C'était ça, quoi. C'était ça, parce que c'est comment faire en sorte que la base se mobilise, quoi. Que la base se mobilise. Au-delà même des ressources du ministère, comment la base peut se ressourcer. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a le système du Nyatigia, qu'on l'a expérimenté avec le FESNAC. Le Nyatigia, on l'a expérimenté avec le FESNAC. Comment faire en sorte que chaque quartier de la localité, de la région qui reçoit le FESNAC, peut recevoir une région. Comment un quartier peut recevoir une région? Et ça nous a permis de mobiliser tous les FESNAC là. Oui, parce qu'on voit qu'il y en a eu beaucoup de FESNAC. Il y en a eu beaucoup. Et c'est au FESNAC de Ziguinchor d'ailleurs que ça a acquis, parce qu'en 2000, il y a eu le FESNAC de Ziguinchor, qui a été même interrompu par la mort du président Senghor. Senghor, oui, c'est vrai. Que Dieu lui accorde la paix. Et je veux dire, il y avait des inquiétudes des délégations régionales qui devaient se rendre à Ziguinchor, que des inquiétudes sur la rébellion. Comment nos enfants vont affronter la rébellion pour traverser, quoi, la Casamance. En fait, et on a mis la Nyatigia. Ce sont les gens de Ziguinchor, par exemple les gens du quartier Soukou-Papaï, qui reçoivent la délégation de Tamba et qui vont l'attendre à la frontière pour les accompagner en chant et danse, quoi. Et toutes les régions ont été accueillies comme ça, par
par des quartiers. Mais c'est presque comme une espèce de parenté, de cousin à plaisanterie. C'est des cousins. Je veux dire, c'est presque au point de vue... Nous sommes tous cousins. C'est ça, nous sommes tous cousins. C'est les informations. Nous sommes tous cousins. Et c'est comme ça que, véritablement, ça s'est développé. Pour la Biennale aussi, c'est la même chose. Oui, la Biennale, parce que la Biennale, la Biennale était concentrée dans l'animation aussi, à un moment donné, je crois. Voilà, c'était concentré dans le plateau, la Biennale. J'ai dit, mais la Biennale, c'est aussi le Sénégal qui reçoit. Comment faire en sorte que les régions puissent bouger au moment où ça bouge au Sénégal, à Dakar. Et on a initié beaucoup de projets pour les enfants. Je veux dire, demander aux artistes, pendant la Biennale, de faire des performances avec les jeunes pour leur apprendre à répliquer les couleurs sur les murs de la banlieue. Et donc, on a pu peindre beaucoup de murs de la banlieue à part des enfants. Et pendant la Biennale. Et donc, c'est des types d'animation comme ça qu'on a pu développer. Et donc, on n'est pas tout surpris, en tout cas, nous ne sommes pas surpris de retrouver les mêmes Baba Ndiaye, professeur de gestion de projets culturels, et comme coordonnateur aussi des centres culturels régionaux, en même temps qu'il était directeur du centre culturel régional de Dakar, Senghor d'ailleurs. Voilà. Et puis plus tard aussi, on retrouve le même Baba Ndiaye, coordinateur maintenant départemental à la CAPES, encore un retour aux sources, quoi. C'est un retour aux sources, après la retraite, quoi. Parce qu'à la CAPES, on ne quitte jamais. Hein. On est au parcours. Le parcours, c'est au début, c'est pendant. C'est à la fin aussi. C'est à la fin qu'on demande à tous ceux qui ont bénéficié véritablement des avantages mis à la disposition des jeunes par la CAPES, que ces jeunes-là puissent rendre la monnaie. Et le nouveau poste de coordinateur de la CAPES Dakar que j'ai eu, c'est pour rendre la monnaie. C'est un espace pour rendre la monnaie, avec toute l'expérience que j'ai. C'est pourquoi d'ailleurs on est en train d'introduire toutes les innovations pour la CAPES. Je veux dire, toutes les orientations culturelles, là, on est en train de les introduire, on est en train de lorgner même l'université populaire. Et il y a énormément de choses. Et ça, on le fait aussi avec les ressources. C'est extraordinaire. Vous avez vraiment une espèce de dynamique là. Voilà, c'est une dynamique qu'on essaie d'impulser. Et puis finalement, on voit quand même que ça vous a bien servi, la psychopédagogie. Finalement, Baba. Bon, finalement, oui, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Et puis bon, voilà. Et puis il y a beaucoup de ressources qui viennent à nous. Des professeurs qui viennent à nous. Bon, des professeurs qui nous viennent d'Europe, qui viennent nous appuyer dans ces initiatives, parce qu'on ne les fait jamais seuls. Et comme on a l'habitude de partager, bon, on partage toujours. Voilà. Mais on ne va pas terminer cette émission sans parler de l'autre Baba Ndiaye. En même temps, c'est le même d'ailleurs, mais Baba, il est pluriel, il est polyvalent. Baba compte dans les navettanes. On trouve Baba aussi dans modérateur d'ateliers, art et culture, forum banlieue à venir. On retrouve président de la commission culturelle donc, à la CAPES, qui était à l'époque, quoi, donc culturelle du bureau, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Compte aussi, président aussi de l'association Médina Basket Association. Secrétaire général de l'amicale des animateurs et conseillers aux affaires culturelles. Mais où prenez-vous du temps pour tout cela, pour tout cela. Bon, c'est des choses qui se font en même temps. C'est comme quand on mange, quoi. Autant qu'on prend des légumes, on touche au petit poisson et à la petite carotte, quoi. C'est comme ça, nous, notre vie. Je veux dire, le poste de président de Médina Basket, parce que ça part toujours de l'histoire des localités. Parce que le basket et le Sénégal, la Médina y a tellement contribué. La rue 5, le Trésor, il y a tellement de choses, quoi, liées au basket à la Médina, que nous, ce qu'on fait, c'est pousser l'étincelle, quoi. On pousse l'étincelle et on laisse les jeunes mettre en place, quoi. Eh bien, voilà. Écoute, Baba, nous allons juste terminer sur une note musicale. Parce que j'ai vu qu'à 2 reprises, vous êtes parti pour le jazz. Qu'est-ce que Baba Ndiaye a fait avec du jazz, quoi? Je sais pas, vous êtes parti en Martinique, jazz plantation, vous êtes parti, je sais pas, faire la délégation du Sénégal au jazz historique. Je crois que c'était aux États-Unis ou à Oslo, en Norvège, quoi. Oui. Parce que Baba Ndiaye adore le jazz? Oui, j'aime bien le jazz. Parce que le jazz, ce sont les racines. Ce sont les racines du noir. Et puis ça m'a permis de découvrir les plantations. Je le voyais dans les films, mais j'ai découvert une sanzala, quoi, qui a été conservée. Et puis ça m'a rappelé nos grands-pères, quoi. Mais ça nous enracine toujours, et ça nous donne des confiances en soi. Et tout ça, c'est dans le lot de l'humain, quoi.
Eh bien, écoutez, surtout, rappelez-vous que Baba Ndiaye est aussi un homme de musique, de jazz. Il adore le jazz. Baba, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. À Box News. Et j'espère qu'on aura encore d'autres occasions de vous revoir ici. Je l'espère bien. Et je vous remercie aussi de m'avoir repéré, parce que ce n'est pas facile de repérer dans cet environnement-là où tout s'entremêle, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, comme j'avais emprunté la parole, comme le veut la tradition, eh bien, je la rends, comme le veut la tradition. Donc, pour la prochaine émission, les mots pour le dire. Merci.